Voilà, les statistiques renseignent qu'il y a plus de 7 millions d'enfants RD congolais ne vont pas à l'école, notamment pour problème de frais scolaires. Il y a aussi près de 17 millions d'enfants qui ne sont pas sûrs pouvoir terminer leur cursus, toujours à cause des frais scolaires. Les frais scolaires sont devenus tout un système. Ça profite effectivement à l'éducation, au système de formation, ou ça profite aux autorités ou aux responsables des écoles? Bonsoir, bienvenue à cette émission Club des 43. On va en discuter avec l'association IMAE. Serge Pondet est avec nous sur ces plateaux, secrétaire général de IMAE. Bienvenue. Merci, M. Guillaume. On va discuter avec vous autour de ça parce que vous venez justement de publier un rapport École Ezambongote. C'est ça? Effectivement, Mbongote. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces rapports-là? Ce qu'on peut comprendre par rapport à ces rapports École Ezambongote, au fait, c'est une campagne de sensibilisation et de défense du droit d'accès à l'éducation, qui est un droit fondamental reconnu à chaque individu. Au-delà d'être un droit, l'éducation est une valeur qu'il faut promouvoir, qu'il faut protéger, parce que l'éducation forme l'homme. Si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là en face, en train de parler, parce qu'il y a des gens qui nous ont façonnés. Et cette œuvre de nous façonner s'appelle éducation. Éducation garantit l'avenir des générations futures. Voilà pourquoi il faut la protéger, il faut la promouvoir. Alors, vous l'avez dit dans votre introduction, beaucoup de millions d'enfants qui ne vont plus à l'école, tout simplement parce que pour accéder à l'école, il faut payer de l'argent. Alors que depuis belle lurette, lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les nations se sont convenues de rendre l'accès à l'école gratuit. De la même manière, lorsqu'il y a eu l'adoption du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, les nations s'étaient une fois de plus convenues de rendre l'école gratuite et obligatoire. C'était déjà en 1966. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019. Les rapports que vous avez, les éléments que vous avez donnés, c'est trop alarmant. Quel sera l'avenir de ces enfants? Quelle sera l'issue de toutes ces populations? Voilà pourquoi nous avons mis en place cette campagne. C'est vrai, il y a des actions qui sont menées, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des actions, mais nous avons l'interprétation que sur terrain, il n'y a pas assez d'avancées significatives qui permettent à ces enfants qui sont à l'équateur, qui sont très loin dans les recoins du pays, de vivre cette réalité de l'éducation. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette campagne. Vous l'avez dit, c'est devenu un système pour rappeler aux uns et aux autres que l'éducation ne peut pas être un commerce. L'éducation ne peut pas être semblable à une alimentation. On ne peut pas citer les noms ici pour raison de publicité gratuite, où il faut conditionner l'accès. Pour avoir un jus, pour avoir un service quelconque, il faut payer. Non, l'éducation n'est pas un service marchand. L'éducation doit être gratuite, accessible à tous. Voilà pourquoi nous avons fait ce travail. C'était la 2e édition pour voir dans toutes les provinces, dans toutes les écoles, par régime de gestion, comment est-ce que les gens se comportent, quelles sont leurs attitudes par rapport à ces droits d'accès à l'éducation. Et c'est ce que nous avons rendu public. Et tous les dossiers qui ont un impact direct ou indirect sur l'accès, la rétention, la gouvernance du secteur de l'éducation. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur, avant d'évoluer dans les débats, qu'on revienne un tout petit peu sur les contrats entre les parents, d'une part, et l'État congolais. Ces contrats-là reposent sur quoi? Que dit ces contrats et quel rôle doit jouer chacun de ses partenaires? Effectivement, dans ce que nous appelons la communauté éducative, il y a des agents, il y a des acteurs. Vous avez d'abord l'État lui-même, qui est le responsable premier de la communauté éducative. Vous avez les parents qui disposent les enfants, les apprenants, ce sont les parents. Mais dans l'Afrique et puis dans des pays moins nantis, ce sont ces parents qui apportent une fois de plus des capitaux. Mais vous allez voir en évoluant que dans notre pays, les parents apportent doublement ces capitaux. Donc une sorte d'arnaque. Et alors, la loi cadre reconnaît aux parents les statuts du partenaire privilégié.
Je n'ai pas cité tous les acteurs. Vous avez les élèves, vous avez ceux qui sont dans l'éducation des masses, les musiciens et consorts. Vous avez les confessions religieuses, vous avez la société civile, vous avez les syndicats qui représentent les enseignants. Alors, les parents ont un rôle privilégié parce que c'est eux, dans notre pays, dans notre configuration, qui envoient d'abord les enfants à l'école, ça c'est de 1. Et de 2, c'est eux qui apportent suffisamment de moyens. Voilà pourquoi nous avons constaté que dans ces contrats, il y a un partenaire qui apporte plus. Par contre, l'un n'apporte pas, c'est l'État. Vous avez dans les sous-secteurs de l'EPSP, des parents qui apportent plus de 70% pour scolariser les enfants, alors que c'est à l'État d'assurer la scolarisation des enfants. Justement, on arrive par là. Regardez ce qui ça va s'afficher ici, les pourcentages. Il y a l'apport des parents, il y a aussi l'apport de l'État. J'ai regardé dans les budgets de l'éducation, la grande partie de cette part-là, c'est la rémunération des enseignants. Oui. Alors, l'apport des parents, regardez, c'est plus de 73% pour financer l'éducation. Et vous dites également, et lorsqu'on regarde les familles pauvres, les dépenses par rapport à l'éducation des enfants, c'est près de 50%. Comment interpréter ça? On peut dire que l'école publique en soi n'existe pas en RDC. C'est fort dommage. Les chiffres sont en train de témoigner. Il y a un grand acteur politique dans notre pays qui a dit, je ne sais pas si vous allez me permettre de les citer. Allez-y. L'honnêteté intellectuelle oblige. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Mpognon. Il a dit, s'il y a une chose qui ne ment pas, ce sont les chiffres. Parce qu'avec les chiffres, on sait avoir des répondants, des éléments traçables. 73%, terme évalué en termes de ressources apportées par le ménage. Ça démontre que l'État est agonisé. Ça démontre que l'État est essoufflé. Ça démontre aussi que l'État n'a pas suffisamment de la volonté. Comment pouvons-nous comprendre un pays qui se dit être émergent d'ici 2030? Quand on dit un pays émergent, c'est-à-dire un pays qui a maîtrisé, permettez-moi d'être un tout petit peu technique, un pays qui a su maîtriser le cycle de la production économique. Or, dans le cycle de la production économique, vous avez des facteurs. Parmi les facteurs, vous avez la population. Et cette population doit d'abord et avant tout être éduquée. Voilà pourquoi vous avez des pays comme la Chine, qui sont aujourd'hui des pays émergents, investissent beaucoup d'argent en termes de la formation. Parce que plus la population est formée, plus la population sera productrice de richesses. Plus la population est productrice de richesses, plus le pays sera émergé. Mais là, vous avez des ménages qui contribuent 73%. Et si j'ai bonne mémoire, l'État n'a que 20 et puis le PTF n'a que 3%. Donc, l'État ne sait pas garantir le service de l'éducation à ces populations. C'est fort dommage. Et quand vous dites 50% des dépenses familiales, or dans la vie, il n'y a pas que l'éducation comme vecteur essentiel. Vous avez la santé, vous avez l'habillement, vous avez le tourisme, vous avez ainsi de suite. Si déjà l'éducation prend 50%, voilà pourquoi nous avons dans notre pays, surtout dans le milieu reculé, des phénomènes qu'on appelle délaissage. C'est-à-dire, vous avez 4 enfants, vous êtes incapable d'assurer la scolarisation de ces 4 enfants. Il faut aller même très loin. Nous avons recueilli des témoignages, des enfants qui sont à Rutshuru. Un enfant qui a fini, je crois bien, ses études secondaires, qui était obligé de vendre 4 sacs d'haricots pour passer son examen d'État. Vous imaginez ce que ça donne. Et vous avez des coins où nous avons Yachopo et consorts, où les parents ont adopté un système d'esclavagisme. C'est-à-dire, puisqu'ils n'ont pas d'argent pour payer le frais, et que les promoteurs à ces champs, ils sont obligés de se faire engager, c'est-à-dire de cultiver, et il y a une sorte d'esclavagisme, d'asservissement, au lieu de recevoir le salaire de la part de l'employé, c'est plutôt les enfants qui accèdent à l'école, et vous les parents, vous êtes asservis à son travail. Ça, c'est une expérience qui se passe à Rutshuru. Qui se passe à Rutshuru et puis à Chopo. C'est très fort. Alors, il y a, regardons maintenant, vous avez aussi répertorié les frais
les frais connexes, ça va s'afficher. Les frais connexes, j'ai vu, il y a des frais de modernisation. Tous ces frais-là, on peut dire que d'abord, c'est illégal. C'est illégal parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans les gouverneurs de province, lorsqu'ils font sortir leurs arrêtés, il y a dans des quotités, il y a la quotité qu'on appelle la quotité de frais d'appui au NTIC. Oui. C'est-à-dire que les écoles doivent être équipées, les écoles doivent être interconnectées. C'est un frais qui a pris plus d'une décennie. Combien d'écoles sont déjà équipées? Combien d'écoles ont de fisc de vidéoprojecteurs? Aujourd'hui, la géographie dans le monde entier, ça s'apprend via la connexion Internet. Lorsque vous parlez des enfants de l'embouchure du fleuve Congo, il faut que les enfants, il faut qu'il y ait vidéoprojecteurs connectés à l'Internet avec Google Maps. Oui. Les enfants peuvent vous voir en réalité. Oui. Mais on a perçu ces frais. Après autant d'années, qu'est-ce qu'on a fait avec? Donc, une sorte encore d'arnaque. Parce que les gens considèrent l'école comme étant leur fonds de business. Alors, si déjà dans la quotité des gouverneurs, il y a ces frais-là, pourquoi demander encore aux parents les frais de modernité? Une manière de gagner double, triple pour le même fin. Vous avez là l'école de Jévi dans le lycée Saint-Joseph de Madaïla à Tchangou, où on parle de frais de la reconnaissance physique de la salle. Mais ça, c'est démoniaque, permettez-moi les termes. Ça veut dire quoi, reconnaissance? C'est-à-dire, comme maintenant là, il y a des écoles qui ont développé l'art criminel d'arnaquer le parent. C'est-à-dire, vous payez l'inscription de l'enfant, mais on vous dit, il faut reconnaître la salle dans laquelle l'enfant va évoluer. Et pour reconnaître, c'est ça la reconnaissance physique. Donc, vous payez de l'argent et puis vous allez voir, visiter la salle. Là, l'enfant va étudier. Et c'est ça le frais de reconnaissance physique de la salle. Donc, ça démontre que tout un monde de frais illicites. C'est tout simplement parce que ces gens développent ces comportements criminels qui considèrent l'école comme étant un lieu de business. Mais aussi, on peut dire que ces frais-là ne profitent pas vraiment à la formation, mais plutôt aux promoteurs des établissements. Effectivement, parce que ce soit les frais légalement fixés, que ce soit les frais illicites, que ce soit les frais parallèles, si et seulement s'il y avait une gouvernance sérieuse dans les sous-secteurs de l'EPSP, dans les secteurs de l'éducation en général, on pouvait en compter quand même certaines réalisations. Tenez par exemple, on fait payer aux parents, sans que les parents pour la plupart les sachent, le 200 francs de frais de la police d'assurance. Parce que la loi stipule, un enfant qui quitte la maison jusqu'à arriver à l'école, il est exposé à de multiples dangers. Vice-versa, au chemin de retour ou pendant qu'il est à l'école. Et dans les 200 francs, il y a les 10% pour la constitution de pharmacie scolaire. C'est-à-dire 20 francs fois autant d'élèves pour que chacune des écoles ait au moins une pharmacie. En cas de fracture, en cas de plaie, en cas de problème. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est de 1. Dans la même lignée, vous avez le frais qu'on a appelé le frais des carnets de santé scolaire. Qu'à Kinshasa et à Lubumbashi a coûté 3500 francs. En principe, ces frais devraient servir à quoi? À construire dans chacune des écoles au moins un centre hospitalier. Avec tous ces jeunes qui font la science et les techniques médicales, pouvait-il manquer de l'emploi si au moins Kinshasa, qui compte près de 7200 écoles, avait dans chacune des écoles au moins un centre hospitalier? Si on engageait au moins 2 médecins, ça fait combien? Vous voyez un peu. Et les écoles n'en ont pas. Et où va cet argent? C'est parce que ça ne sert pas à l'éducation. D'où il faut que ça s'arrête. Ok. Alors, je vais vous présenter par rapport à... Parce que quand on regarde, je vois effectivement ces frais de modernisation de l'école. On parle aussi d'achat matériel et tout ça. Les parents prennent cela en charge. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la loi cadre de l'enseignement pour voir le rôle de l'État par rapport à cela. Et ensuite, on reviendra sur les questions. Regardez, ça va s'afficher. En fait, lorsqu'on lit la loi, on voit que c'est l'État qui est censé, l'article va apparaître, l'article 71, je crois, de la loi cadre 171 ou quelque chose comme ça. On définit l'apport financier de l'État par rapport au système scolaire de la RDC. Est-ce que cela est respecté? On va lire
La régie va nous aider. On va lire très rapidement. Voilà, ça apparaît. Alors, que dit cet article 71? On dit, en matière de gestion des établissements publics d'enseignement, des ETD, l'enseignement national, les ETD, les provinces et les cas échéants, le pouvoir central, prennent en charge la construction, la réparation des équipements, les personnels enseignants, académiques, scientifiques, etc. Mais en réalité, lorsqu'on observe ce qui se passe, on a plutôt l'impression que l'État a disparu en cédant ces rôles-là aux parents. N'est-ce pas de l'arnaque? Effectivement. Vous savez, quand parfois on lit la loi, la première impression, c'est d'avoir, de manquer des mots. C'est de pleurer. Vous pouvez comprendre que dans nos villes, dans nos provinces, les gouverneurs perçoivent des taxes. Les étrangers sont taxifiés avec des taxes. Les gens qui font des affaires sont taxifiés avec des taxes. Au lieu de prendre tout ce qu'ils perçoivent là, de le mettre à profit de l'éducation, financer l'éducation. Financer l'éducation, et là vous avez, c'est que les provinces doivent donner aux écoles. D'abord, les écoles n'ont pas de robinet. Il y a les statistiques qui démontrent moins de 10% d'écoles qui ont accès à l'eau potable. Mais le même gouverneur de province trouve des taxes partout, des impôts partout. Ils ne savent pas prendre en charge le personnel enseignant avec ce monde pléthorique de nouvelles unités et des enseignants non mécanisés, écoles non mécanisées et des enseignants non payés. Ils ne savent pas le faire. Mais ce qu'eux trouvent à faire, c'est de mettre les frais, comme nous avons eu dans cette ville, le frais qu'on appelle, c'est vrai, officiellement le frais de scolarité urbain, mais qui a eu la connotation de frais Kimbuta, aujourd'hui frais Ngobila, parce qu'il a déjà signé l'arrêté. Et nous demandons, tout l'argent que les gouverneurs perçoivent des entreprises brassicoles, des entreprises de télécommunications, des sociétés minières, que font-ils avec cet argent? Au lieu de déverser cela au service de l'éducation, au contraire, ils viennent encore exploiter les parents. On va arriver sur ça. Oui. Prochaine étape, regardons maintenant, ce sera cette fois-ci les tops des écoles qui perçoivent beaucoup d'argent impliqué dans le monnayage. Ça va s'afficher. On regarde ça. Ça va s'afficher. Regardez. La régie va nous aider. Ça va venir. Voilà. Alors, regardez. Nous avons des écoles. Vous avez travaillé autour de ça. Oui. Il y a des écoles où on demande beaucoup d'argent. Presque tous les services sont monnayés. Regardez, il y a l'église, l'école, les écoles conventionnées catholiques qui occupent la première place, suivies des écoles publiques, écoles protestantes. Et lorsqu'on regarde l'apport des églises qui devaient en principe travailler avec les parents pour faciliter la tâche dans ces systèmes-là, on se pose la question, est-ce qu'on a transformé cette façon de faire là par une affaire ou un commerce? Vous avez totalement raison. Parce que comment ça se passe, avant de commenter ces graphiques? Les confessions religieuses font partie de la famille du partenariat éducatif. Qu'est-ce qui a poussé l'État de mettre en œuvre le partenariat? C'est-à-dire associer un plus grand nombre d'acteurs afin d'améliorer la qualité de l'éducation. C'est-à-dire, quand on associe les partenaires, on associe les moyens financiers, matériels et humains, ainsi que moraux. Mais là, nous avons l'impression, avec les écoles conventionnées catholiques, qui sont classées les premières écoles profondément ancrées dans les pratiques de monnayage de l'enseignement. Or, nous connaissons la puissance de l'Église catholique. Cette église s'est mobilisée suffisamment d'argent parce que cette église a construit les écoles. Pendant un temps où l'économie n'était pas développée, si développée par rapport à l'ère actuelle. Si à l'époque coloniale, l'église a construit autant d'écoles, pourquoi pas
au XXIe siècle? Pourquoi l'Église s'est stoppée? Pourquoi l'Église s'est arrêtée? Alors, au lieu de continuer cette œuvre, c'est-à-dire dans le cadre dans l'esprit de partenariat éducatif, c'est-à-dire de soutenir l'État dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, et plutôt considère l'école comme une mine d'or, où il faut venir puiser de l'or, il faut venir puiser de manganèse, il faut venir puiser du diamant. Voilà pourquoi, dans cet esprit du lucre, dans cette mentalité, permettez le terme diabolique, d'estorquer le parent, ils sont allés au-delà jusqu'à occuper, suivant les dénonciations faites par les parents. Ce ne sont pas des chiffres imaginés. Nous avons reçu des cas de dénonciation et nous l'avons traité, nous l'avons consolidé et nous avons classé, suivant le taux de dénonciation, l'Église catholique qui occupe cette première place. C'est dangereux. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est par rapport à la qualité que l'Église catholique, la qualité de la formation que l'Église catholique exige tous ses frères? Cette question... Je compare oui. L'Église catholique avec les écoles catholiques avec les écoles adventistes, là où il n'y a presque pas de réclamations. N'est-ce pas que c'est par rapport à la qualité de la formation? Si c'est par rapport à la qualité, restons techniques. La qualité, l'objectif de l'éducation dans notre pays a 3 raisons d'être. D'abord, c'est d'instaurer la paix. OK? Deuxièmement, c'est de contribuer à la croissance économique du pays. Et troisièmement, c'est de créer la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est-à-dire le marché d'emploi qui doit être au même niveau avec le besoin de la formation. Maintenant, par rapport à ces 3 objectifs, est-ce que le Congo est un pays où la paix existe réellement, avec tout ce qu'on a comme poche d'insécurité, avec le niveau de la croissance ou du développement, les rapports de doing business, les rapports sur l'indice du développement humain? Nous sommes classés l'avant-dernier pays où l'indice du développement humain est trop faible. Si vous prenez les rapports de Transparency International avec le taux de la corruption, nous sommes parmi le dernier pays, c'est-à-dire le premier pays le plus corrompu au monde. Alors, cette qualité qu'on nous parle, c'est par rapport à quoi? Parce que les rapports internationaux démontrent le contraire. Ce sont les mêmes élèves qui sont pratiquement ancrés dans la corruption. Ce sont eux-là qui sont devenus des sénateurs, que le monde entier sait que les mêmes sénateurs sont des corrompus parce que les États-Unis leur a sanctionné, les mêmes députés. Alors, lorsqu'ils disent qu'ils fixent les frais par rapport à la qualité, mais nous savons ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est une raison fallacieuse. Les gens doivent changer de comportement. Les gens doivent comprendre que l'éducation, certes, a un coût. Nous n'en disconvions pas. Mais ce coût doit être pris en charge par l'État congolais et non aux parents. Parce que lorsque on impose cela aux parents, nous créons ce qu'on appelle la discrimination. Il n'y aura pas d'équité. C'est-à-dire dans les écoles comme Collège Notre-Dame Bosembo, Collège Bosembo, où on exige aux parents de payer, date limite le 28 août, 450 $, l'enfant de pousse-poussière n'a-t-il pas le droit d'étudier là-bas? L'enfant de militaire qu'on paye 120 000 francs, n'a-t-il pas droit? L'enfant de cet enseignant qu'on paye 140 000 francs, n'a-t-il pas droit d'accéder? Voilà pourquoi les gens doivent savoir que l'éducation, l'accès à l'éducation est garanti pour tous. Et lorsque l'enfant accède, il faut qu'il termine son processus pour qu'il y ait... Mais de toute façon, est-ce que lorsqu'on compare la formation d'un élève d'une école conventionnée catholique avec un autre élève, n'est-ce pas qu'on sent que s'il faut rester sincère pour ne pas adopter votre démarche d'évaluation, n'est-ce pas qu'on sent qu'il y a quand même une différence? Et si on mettait un catholique avec un témoin de Jéhovah, on sait voir le sérieux en tout et pour tout. Il ne faut pas seulement... C'est vrai, moi-même qui vous parle, je suis le fruit des écoles conventionnées catholiques. Nous savons qu'il y a un peu du sérieux. Un peu du sérieux dans l'évaluation des enfants tel que vous l'avez dit. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut extorquer les parents. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce sont les religieux qui nous ont appris à avoir un cœur compatissant envers le faible. Voilà pourquoi même dans cette œuvre de la campagne École des âmes montées, nous sommes le fruit. Et ce sont eux qui nous ont aussi emprisonnés à un certain moment, en étant en prison. Donc ce n'est pas une raison pour laquelle, parce qu'il y a de la qualité, c'est comme si quelqu'un qui dirait
puisque je donne à ma femme de l'argent, je suis obligé de la frapper à tout moment. Non, non. Alors, on va regarder, parce que vous avez parlé des religieuses, on regarde un témoignage, la régie va nous aider par rapport à ces témoignages-là, ça va venir. On regarde un témoignage où il y a une dame qui parle d'un fait, c'est réellement passé, et qui pourra peut-être choquer les uns les autres. Lisons les témoignages. Elle dit ceci: la religieuse a jeté mon argent sur le sol parce que c'était un franc congolais. En fait, au lycée Boyo Kanisi à Yolo, on n'accepte pas les francs congolais, on n'accepte pas les frais scolaires en francs congolais, c'est toujours en dollars. Donc la dame voulait payer les frais scolaires de sa fille et la religieuse a jeté cet argent. Lorsqu'elle a vérifié, c'était en francs congolais, elle a jeté cet argent-là. Là-bas, il faut toujours donner en dollars. Analysant ces faits-là, peut-on se dire toujours que nous sommes dans l'accompagnement de la formation ou ça devient de l'affairisme? Effectivement, c'est de l'affairisme. Ça fait partie d'une des thématiques de la campagne, le paiement de frais qu'à monnaie étrangère. Et qu'est-ce que nous disons? Pour exiger que la monnaie étrangère, il faut là avoir affaire dans ce qu'on appelle les commerces transfrontaliers. C'est-à-dire quelqu'un qui va à ses bases, quelqu'un qui part à Dubaï acheter des véhicules. Si vous achetez en francs congolais, puisqu'il va se rendre à l'étranger, il aura besoin de la devise. Mais l'éducation est un service interne. C'est un service national. C'est un service social. Pourquoi exigerez-vous de la devise? Ça dénote ce sens lucratif, cette intention malveilleuse. Et c'est fort dommage. C'est regrettable. Et déjà même le calendrier scolaire, dans ses dispositions réglementaires, stipule que la fixation et la perception des frais de scolarité s'est fait en francs congolais. Il y a même une circulaire de l'ancien Premier ministre que j'avais cité ici, qui a insisté sur la monnaie de notre économie nationale, Matata Mponyo. Il y a même la Constitution qui stipule que la monnaie, notre monnaie, c'est le franc congolais. Mais lorsque vous avez des gens profondément ancrés dans cet esprit machiavélique, dans cet esprit de vendre l'éducation, alors que eux en ont reçu gratuitement, quelles sont les intentions réellement qui sont derrière? Et quand je vois ces témoignages, la dame était vraiment déboussolée et qu'elle reprend son courage. Et ce qu'elle a fait, c'est un acte de bravoure, c'est de dénoncer. On a d'ailleurs mosaïqué pour éviter la sensibilité. Alors, on regarde les top 10, non, pas les top 10, mais les top des provinces. Les provinces où on perçoit beaucoup d'argent par rapport à l'éducation. Regardez, nous avons, les téléspectateurs pourront ne pas voir, la régie va aider. Et lorsqu'on regarde, Kinshasa est très avancé. Très avancé. De l'autre côté là, vous pourriez regarder. Kinshasa demande beaucoup d'argent. Et les témoignages recueillis montrent qu'effectivement, à Kinshasa, la province de Kinshasa en a fait toute une affaire. Et c'est plutôt à Mongala. Donc, je reprends. Si vous regardez, vous verrez qu'il y a Kinshasa, première place, Kasai, deuxième place, Congo Central, troisième place, Kivu, Nord Kivu, qui occupe la 4e, 5e et la dernière classe se trouve au niveau, c'est plutôt Mongala et Nord-Ubangi, qui, là où, dans lesquels on n'a pas retrouvé assez de dénonciations, peut-on se permettre de dire, au-delà, comme vous l'avez dit, au-delà des richesses sous-sol, il y a des provinces qui aujourd'hui utilisent l'éducation pour s'enrichir. Effectivement, parce que tout remonte dans l'historique. Lorsque vers les années 83, 84, l'école a commencé à présenter des fissures en termes de financement, les enseignants ne trouvaient pas assez de moyens. Alors les enseignants étaient obligés de faire l'accumulation. Il est dans une école, en même temps dans l'autre école, de manière à accumuler et avoir plus de moyens pour relier les deux bouts du mois. Alors, c'est en 1992 que l'Église catholique s'est mise debout. À l'époque, c'était salvatrice pour sauver l'éducation face au danger de l'année blanche, que l'Église s'est mise debout pour demander à ce que les parents interviennent pour
soulager les enseignants en termes de frais de transport. Et c'était à ce moment-là que les gens ont compris que dans les écoles, il y a l'argent. Au lieu d'apporter de l'argent, il faut trouver plutôt de l'argent à l'école. Les appétits engloutis. Alors, ce qui a fait que toutes les autorités se sont mises dans la danse pour trouver de l'argent dans les écoles. Et dans cette méandre-là, dans cet environnement, il y a des provinces maintenant qui excellent. Et plus malheureusement, la capitale, là où c'est le siège des institutions, mauvais élèves, où il y a beaucoup de cas dénoncés, et la capitale occupe la première place en termes des actes de monnayage. Le Congo central mêmement, et nous avons salué lors de l'examen d'État au Congo central, il y a eu des jeunes qui étaient en contact avec nous, qui ont fait des sit-ins et des marches pour dire non au système de la participation à l'examen d'État par le paiement de frais. Congo central et mêmement, Kassai central, mêmement, il y a aussi des marches, Sud Kivu et Nord Kivu, donc c'est fort dommage, et nous appelons les nouvelles autorités, parce que ce sont des provinces où il y a nouvellement de nouveaux élus comme gouverneurs, qu'ils prennent en conscience les dangers, l'importance de l'éducation pour qu'il y ait des populations, des citoyens mieux formés à l'abri des actes de monnayage. Serge Bondé dit, quelles sont les conséquences maintenant? Vu que nous sommes entrés dans ce système infernal, quelles sont les conséquences? D'abord les conséquences, ensuite les acteurs qui sont à la base de ça. Allez-y. Les conséquences, je vais être simpliste, pour ne pas pour permettre à tout le monde de comprendre. Il y a Nelson Mandela qui a dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour lutter contre l'ignorance. L'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est l'éducation qu'on use. On use de l'éducation pour que les gens quittent le stade de l'ignorance afin qu'ils deviennent utiles. Or, si il n'y a pas l'éducation face à la pauvreté, vous avez un criminel. L'éducation face à quelqu'un, l'ignorance plutôt, face à la pauvreté, vous avez un criminel. L'ignorance face à quelqu'un qui a l'argent, c'est un grand corrupteur. L'ignorance face à quelqu'un qui a du pouvoir, c'est un grand dictateur. L'ignorance face à quelqu'un qui est profondément ancré dans les enseignements religieux, c'est un djihadiste. Vous comprenez? D'où il est important d'investir dans l'éducation pour épargner la société des ignorants. Parce que plus la société a des ignorants, plus la société est menacée. Aujourd'hui, nous avons le problème du terrorisme. Aujourd'hui, nous avons le problème des koulouna. Parce que ce sont des gens qui manquent quoi faire, comment créer de la richesse. Ce ne sont pas des gens à tuer. Il faut plutôt les former. Il faut leur accorder la possibilité d'apprendre un métier. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'embrasser les chemins de l'école comme nous. Voilà pourquoi il est important de lutter contre l'ignorance par l'éducation. Donc parce que l'ignorance fait partie des conséquences de ces actes du monnayage. Les principaux acteurs. Le principal acteur avant tout, c'est d'abord l'État. Parce que c'est à l'État que revient la charge de conduire le peuple vers le bon pâturage. Si aujourd'hui, nous lamentons, parce qu'à un certain moment, l'État congolais avait perdu le pédale en termes de, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir, en termes de projection. Aujourd'hui, avec l'implosion démographique, l'État ne sait plus comment se rattraper. Il est temps qu'il se ressaisisse pour que les choses aillent de l'avant. Les parents, parce qu'à un certain moment, ils sont passifs. Ils accompagnent même les choses qu'il ne faut pas accompagner. Les parents doivent savoir leurs responsabilités. Les enseignants et les responsables d'école doivent savoir que leur employeur, c'est l'État. Ce n'est pas les parents qui sont leur employeur. S'il y a des revendications à faire, il faut le faire auprès de l'État et non auprès des parents. Alors, par rapport à la campagne, quelles sont les recommandations que vous avez formulées? Oui, il y a plusieurs recommandations, on ne saura pas citer toutes, mais la première des choses, nous avons recommandé au chef de l'État, puisque c'est lui qui est le garant de la Constitution dans laquelle il y a la disposition de rendre l'enseignement gratuit et obligatoire, c'est-à-dire d'assurer la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Nous avons aimé, il a promis, nous attendons la faisabilité. Au gouvernement, bientôt là, il y aura un nouveau gouvernement, c'est de concrétiser la volonté réitérée du chef de l'État. Au moment où nous parlons,
il y a la volonté manifeste du chef de l'État. Parce que la présidence a fait la pression, le gouvernement nous a donné la suppression de 4 frais qui relèvent de la compétence du gouvernement central. Le frais CERNI, le frais de la SONAS, le frais des bulletins et le frais je parlais de CERNI, bulletin, identification, et puis d'autres, les frais de Minerval. Donc le gouvernement a éliminé ces frais, mais il reste encore plusieurs frais. Nous avons appris que la présidence tient aussi, parce que nous avons fait pression à travers plusieurs organisations, UMAIE et autres, pour qu'il y ait aussi l'élimination des frais de TENAFEP. Mais nous sentons, nous avons appris qu'il y a des gens qui redoutent, qui ne veulent pas. Alors c'est ici l'occasion de demander à tous ceux qui résistent, c'est d'assurer la mise en œuvre de l'engagement pris par le chef de l'État. Voilà. Merci à vous en tout cas. Nous avons, pour vous qui nous regardez, nous avons parlé des frais scolaires. Est-ce que ces frais profitent à la formation des élèves ou ça profite aux autorités? Vous avez compris avec moi que ces frais profitent plutôt aux autorités. Il est temps, pour ne pas pour ne pas empêcher l'accès à l'école aux enfants congolais, il est temps que ces systèmes soient détruits et qu'aujourd'hui, tous les enfants congolais puissent accéder à l'école librement tel qu'est prescrit dans la loi. Nous vous disons merci de nous avoir regardés. Merci à ceux qui nous ont regardés depuis Ngombe Matadi, dans les Bas-Congo, au fond des Kimpese. À vous aussi qui nous avez regardés partout. Nous vous disons merci. On se retrouve prochainement autour de cette émission pour Club des 143. Au revoir. C'est bon, non?